Aujourd'hui, on va parler de ces choses que vous ne savez pas sur moi. Et bonjour, du coup, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer à quel point peut-être que vous ne me connaissez pas autant que ce que vous pouvez penser. Je dis ça parce que souvent, en fait, les réseaux sociaux sont le reflet de certaines choses, mais je trouve qu'on oublie un peu trop souvent que on montre que ce qu'on a envie sur les réseaux sociaux. Et qu'en fait, c'est pas pour autant qu'on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux depuis des années, etc., que la personne parfois se livre sur certaines choses, qu'elle peut paraître vulnérable, qu'on sait tout de la personne. Et donc, dans cet épisode de podcast, je me disais, j'ai bien envie de vous raconter quelques petits trucs que je suis OK de raconter, parce que bien sûr, il y aura forcément des choses dont je ne parlerai pas, parce que c'est mon intimité, c'est ma vie, et je n'ai pas envie qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Mais il y a une partie où je me dis, c'est drôle, du coup, pour que vous puissiez un peu mieux cerner parfois ma personnalité, la personne que je suis. Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas qui sont importantes, du coup, à savoir. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que quand j'étais enfant, bon, comme tout le monde, je crois, je suis passée par 36 000 envies de métiers différents et variés. Mais ce qui est resté le plus longtemps, c'est que je voulais faire médecin légiste. Oui, médecin légiste. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours adoré la série NCIS, le premier classique Enquête spéciale, je crois que ça s'appelle. Et j'étais trop fan de Abby, donc la punk un peu qu'il y a dans ces épisodes. Et en fait, je trouvais ça fascinant, enfin, Abby dans les analyses de laboratoire. Mais j'adorais aussi, du coup, celui qui était médecin légiste. Et en fait, cette série, j'adorais. Je me disais, mais en fait, ils résolvent, oui, plein de problèmes. Moi, mon jeu préféré de société, c'est le Cluedo. Voilà. Et en fait, vous allez me dire, mais Abby, elle n'est pas médecin légiste. Oui, mais en fait, justement, les deux métiers que je voulais faire, c'était médecin légiste ou analyse en laboratoire. Et en fait, vraiment, c'était resté pendant longtemps. Et quand les adultes me posaient la question de je vais faire quoi plus tard, ils disaient médecin légiste, on me regardait genre trop bizarre. En plus, c'était vraiment les périodes où je m'habillais comme une puck. De toute façon, ma couleur préférée, c'est le noir. Hein. J'adore le noir. C'était comme ça. Et en fait, ouais, j'étais un peu vite considérée comme la jeune fille un peu bizarre. Parce que c'est sûr que dire à 10-11 ans, je vais faire médecin légiste, ça paraît un peu chelou. Et en même temps, quand on me demandait aussi, je justifiais aussi souvent quelque chose. C'était que, au moins, médecin légiste, on me laisse tranquille faire mon travail et les morts, ils vont pas me faire chier. Ils vont pas me parler. Donc, je suis très bien. Parce que moi, contrairement à mon entourage, ou par exemple à ma sœur qui, elle, avait des études vachement dans le commerce, etc., moi, j'étais là, non, je ne veux pas être en contact avec les gens. Les gens, ils me saoulent. J'ai pas envie qu'ils me touchent. Oui, je vois des gens en train de rigoler. Hein. Normal, moi aussi, je m'auto-fous de ma gueule, parce que je me dis qu'on change bien. Mais pour moi, j'étais là, je vais être tranquille avec les morts. Je vais les disséquer pour voir, du coup, de quoi ils sont morts. Donc, j'élucide Enfin, je résous un problème et c'est un peu comme une enquête, donc j'adore. Ça satisfait quelque chose à l'intérieur de moi. Mais au moins, je suis tranquille, on me fait pas chier. Et ensuite, du coup, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, souvent, vu que j'ai fait des études de kiné, tout le monde pense que du coup, j'ai fait un bac S, comme l'extrême majorité, en tout cas, de ma promo. Mais en fait, non, moi, j'ai fait un bac STL. Alors, c'est le moment un peu... je vais être une boumeuse où je ne sais pas quel type de bac c'est aujourd'hui parce que j'arrive plus à suivre. Mais en tout cas, c'était sciences techniques de laboratoire. Donc, c'était un bac technique. En fait, pourquoi ? Mais parce que moi, on va dire ma scolarité s'est à peu près bien passée. Mais le collège, j'ai détesté. J'ai détesté. On me demandait d'apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas. J'aimais pas la vibe du collège, en fait. Et surtout, je me faisais chier, clairement. Je sentais que je devais faire un effort surhumain pour apprendre des choses. Et en fait, j'avais hésité aussi à partir en pâtisserie. Parce que j'ai toujours aimé cuisiner. Moi, c'est un peu mon langage de l'amour, de cuisiner, de nourrir les gens. Voilà. Et en fait, du coup, j'étais partie faire un stage en pâtisserie, mais qui s'est pas très très bien passé. Peut-être que je reviendrai un jour dans un épisode de podcast, mais là, je vais arrêter, sinon je vais faire que digresser. Et en fait, même mes parents m'avaient dit, tu sais, Maïté, dans la vie, on peut aimer faire certaines choses, mais de là, en faire son métier, ça dépend.
peut-être que oui, peut-être que non. Et en fait, c'est vrai que mon bac STL me permettait d'avoir, comment dire, de partir au lycée, mais avec quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus palpable, parce que clairement, en fait, moi, déjà en troisième, ce que j'avais envie, c'était de taffer, de devenir indépendante et de faire quelque chose que je sens qui est utile et intéressant. Et clairement, mes professeurs étaient pas d'accord parce que pour eux, c'était une erreur de me faire partir en technique, que ça allait me fermer des portes, etc. Mais moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise, hein. Et je remercierai encore mes parents aujourd'hui de m'avoir écoutée et de m'avoir laissé partir en STL, malgré ce que tous les profs disaient que c'était du gâchis, etc. Euh, et en fait, ben non, moi je me disais, ben en STL ça va être trop bien, je vais pouvoir faire après les analyses de labo et enfin, c'était parfait et je ne regrette pas parce que c'était trop cool. En plus, on était une toute petite promo dans mon lycée, on était à peine 18, donc c'était génial, mais vraiment génial, génial. J'ai eu des profs passionnants. Donc c'est aussi pour ça que sur certains sujets, je peux des fois paraître un peu virulente sur certains sujets, parce qu'il y a des choses vraiment où j'ai ce bagage-là en laboratoire et en biologie, etc., que j'aurais peut-être moins eu si j'avais fait un bac S, quoi que je dis ça, peut-être que si on prend l'option bac S, SVT, bio, je sais pas, c'est peut-être différent. Mais je n'ai pas fait un bac S, non. Et heureusement que du coup, mon école de kiné en Espagne, à l'époque, parce que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais elle s'en fichait un peu du bac que t'as vu tant que t'as vu le bac. Et en fait, après, c'était un peu en fonction des notes que t'avais, etc. Donc, c'était cool. Même si je vais pas mentir, en première année de kiné, mais ça, c'est pareil. Je ferai un épisode entier sur ma première année de kiné. J'ai senti quand même des petites différences dans certaines matières, hein, où je sentais que j'étais un peu plus à la ramasse que ceux qui avaient fait S. Par contre, on avait une matière, je me souviens plus comment ça s'appelait. Bah, c'était un truc de bio, etc. Genre parler de la cellule, de l'ATP, etc. Enfin, en fait, je voyais certains dans ma classe qui galéraient à apprendre ça, alors qu'en fait, moi, c'était logique. Enfin, je me disais même, mais en fait, il faut que je le réapprenne, mais je sais déjà. Comme les groupes sanguins, etc. Enfin voilà, il y avait d'autres choses sur lesquelles j'étais plus avancée et d'autres un peu plus en retard, mais du coup, je me suis accrochée, je m'en suis sortie. Mais moi, c'était meilleur bac de ma vie. L'autre chose que vous ne savez pas, en tout cas qui n'est pas reflété par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont un peu un bien, encore une fois, c'est que je suis très introvertie et timide. En fait, moi, j'ai besoin d'être seule, j'aime être seule. Je n'aime pas avoir la lumière sur moi. Ça me met fort mal à l'aise. Mais en fait, ce qui me sauve, c'est que j'aime transmettre, j'aime échanger et j'aime apprendre. Donc ça me met un peu des coups de pied au cul de temps en temps et c'est cool. Et là, vous pourrez vous dire, mais Maïté, si t'étais vraiment introvertie et timide, tu serais pas sur les réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux, je les ai commencés pendant le Covid parce que je me faisais chier et je me sentais inutile. Je n'aime pas me sentir inutile. Donc j'avais commencé à faire un tout petit peu des vidéos, un live avec Chloé Bloom, etc. Bref, ceux qui étaient là à l'époque, faites-moi signe. 2020 du coup. Et en fait, du coup, je commençais à me filmer. Et ça c'est pareil, c'est parce que je suis un peu la génération où moi j'ai toujours adoré regarder YouTube, des vidéos, etc. Je crois que j'étais parmi les premières de ma bande. Quand je leur disais, ils me disaient, mais tu fais quoi? Je dis, je regarde des vidéos sur YouTube. Enfin, genre, ils savaient même pas ce que c'était. C'est moi qui leur ai appris à certaines et certains, parce que même les mecs, j'en ai mis des trucs trop bien et des gamers et tout. Enfin, bref. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et en fait, quand je filme, je suis toute seule. Même là, j'enregistre cet épisode de podcast, je suis toute seule. Je n'aime pas qu'il y ait une autre personne, ça me gêne. Et sur les réseaux, les vidéos, même dans les formations, je ne re-regarde jamais ce que j'enregistre parce que j'aime pas. Même c'est difficile de se voir et de s'entendre, hein. Je vous l'avais déjà dit dans le premier épisode de reprise de ce podcast. C'est pas toujours simple de s'entendre, d'entendre les mimiques qu'on a, de langage, etc. Enfin, on peut avoir un regard beaucoup plus dur envers soi-même. Mais ce que je fais toujours, c'est qu'en fait, je prends des bêta-testeuses pour regarder mes formations et comme ça me dire s'il y a des bugs ou pas. Et sur les réseaux, je publie très souvent, je fais un peu de montage, mais je refais pas 36 000 fois parce que sinon je tomberais clairement dans les travers de me détester. Et si je me rendais compte en vrai du nombre de personnes qui me regardent, j'arrête de suite. Donc j'essaie de me couper un peu de ça parce que dans un sens j'aime, mais en même temps je suis mal à l'aise. Et la preuve, c'est que la semaine dernière, j'étais du coup à Bordeaux pour la journée endométriose de l'AFNA. C'était trop bien. Et en fait, voilà, il y a plein de monde.
À ce moment-là, il faut être sociable. En sachant que moi, je venais juste avant d'une formation, donc pendant 2 jours, j'ai dû être sociable aussi. Alors quand je dis ça, je me force pas, mais j'ai un seuil social qui s'épuise très vite, on va dire. Et en fait, j'arrive à Bordeaux, etc. Fallait échanger, fallait parler. Et en même temps, enfin, comment dire, c'était ultra enrichissant. Mais ensuite, je suis rentrée chez moi. Je n'ai plus vu personne du week-end. Plus personne. Je ne pouvais pas. On m'a proposé des choses. Je disais en fait, je ne peux plus parce que j'ai besoin de repartir dans l'intérieur de moi, de me poser, de faire des choses qui me font du bien. Euh, et pareil, il y en a quelques-unes d'entre vous, parce que je suis désolée s'il y en a qui étaient présentes. Vraiment, après, j'avais mon train et j'ai dû courir. C'était très frustrant de ne pas pouvoir rester plus. Mais ma vie perso était importante et j'avais des obligations. Et, et en fait, du coup, c'est elle avec qui j'ai pu parler là le matin. Moi, ça me fait toujours bizarre quand vous venez me voir et me dites «Ah, mais tu vas bien et tout». En fait, en même temps, je suis trop contente parce que je suis contente de pouvoir échanger avec vous, surtout si on a beaucoup échangé sur Instagram, mais des fois, je vous connais que via un pseudo ou autre. Enfin, souvent, je connais vos prénoms parce que moi, j'aime pas parler avec des pseudos. Au contraire, même des fois, justement, quand vous venez me voir, vous me parlez comme si, justement, vous me connaissiez. Et en fait, moi, souvent, je suis obligée de vous couper en disant «Mais attends, c'est quoi ton prénom?» Parce que, genre, moi, ça me gêne de vous parler et de pas connaître votre prénom. Donc voilà, mais en même temps, ça me met un peu, comment dire, ouais, un peu mal à l'aise. Parce qu'encore une fois, je pense que avec ma présence sur les réseaux, on pourrait croire que du coup, je suis ultra à l'aise, etc., que j'adore échanger avec tout le monde. En fait, oui et non. Mais je vais vite du coup utiliser des stratégies pour emmener me retrouver aussi un peu seule, tranquille. Et en même temps, j'aime les gens. Mais je sais pas si vous captez, parce que là, vous allez dire, elle est un peu bizarre, la meuf. Mais c'est pareil, peut-être que vous comprendrez un peu plus dans un prochain épisode quand je ferai l'épisode «Je suis une fille aigrie». Mais en tout cas, oui, je suis introvertie, je suis timide, je suis pas du tout le genre de personne dont on se souvient. Dans le sens où à la fac, au collège, au lycée, j'étais pas forcément quelqu'un qui se mettait en avant, loin de là. Même si au lycée, j'avais été déléguée de classe. Ah mon Dieu! Mais ça, j'ai été déléguée parce que c'est de ma classe, je vous ai dit, on était 18. Et en fait, du coup, ils avaient élu ma meilleure amie. Et en fait, du coup, ils ont dit «Ah, vous irez bien ensemble les deux, Maïté, t'y vas». Et en fait, du coup, ils ont tous voté contre. Enfin, pour moi. Oui, moi, je lui dis contre, mais. Et moi, j'étais là, mais non, j'ai pas envie, en fait. Enfin, non, pourquoi? Et en fait, finalement, c'était une expérience assez enrichissante. Mais. Enfin, j'étais là, non, non. Enfin, je me suis pas portée volontaire pour être déléguée de classe, quoi. C'est ça que je veux dire. Et même la CPE, je me souviens, elle retenait extrêmement facilement ma meilleure amie qui, elle, du coup, était vraiment. Comment dire, elle est sociable, elle est extravertie, donc du coup voilà, tout le monde la connaît et moi du coup j'étais un peu dans son ombre, mais ça m'allait très bien parce que encore une fois, être trop en avance, c'est pas, je le fais quand il faut, je le fais pour des causes parce que là vraiment pour la FNA c'est clairement pour ça que je l'ai fait parce qu'en fait l'endométriose c'est un sujet, vous le savez, qui me touche. Je veux du coup vraiment que enfin qui me touche, qui me tient à cœur. J'ai envie que ça soit quelque chose vraiment qu'on fasse bouger parce que je trouve en ce moment il y a plein de choses qui bougent là-dessus et c'est trop bien. Et du coup, à ma petite échelle, je peux essayer de faire bouger un peu les choses pour que les années futures soient encore mieux, go, je le fais. Donc c'est pour ça. Mais mes amis le savent que les semaines avant, dès qu'ils me disaient «Ah, c'est trop bien, tu vas faire ça», je fondais en larmes et je stressais. Je me disais pourquoi j'ai dit oui. Alors qu'en fait, non, le débat n'est pas j'allais annuler ma présence, mais ça me mettait dans un état que j'apprécie pas trop. Mais en même temps, qui est challengeant, donc c'est bien. L'autre chose, justement, c'est un peu un lien. C'est qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais franchement, alors il y a une époque où ça avait pu me faire souffrir parce que justement, on est surtout vraiment collège, on va dire. Au collège, on a l'impression qu'il faut être comment dire, la populaire du lycée, enfin du collège, etc. Qu'il faut avoir plein d'amis, que tout le monde te connaisse et tout. Et moi, ça n'a jamais été vraiment trop mon truc. Ou alors j'ai l'impression qu'il fallait que je joue un jeu j'allais dire pour être appréciée, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pour avoir plus d'amis. Et en fait, plus le temps est passé et plus je me connais, plus en fait, le mot ami a une valeur extrêmement forte pour moi.
Je ne considère pas tout le monde comme mon ami. Il y a des personnes que j'apprécie énormément. Il y a des personnes que je côtoie très souvent, mais qui pour autant ne sont pas mes amis, à qui je rendrai service si c'est OK pour moi, à ce moment-là, si j'ai l'énergie ou autre. Mais pour moi, mes amis, je peux aller en enfer pour eux. Comment dire, là, je pense à une amie à moi qui est au Canada, et en fait, demain, elle me dit que ça ne va pas du tout et qu'elle a besoin de moi. J'annule tout ce que je fais et je pars au Canada pour l'aider. Peu importe si j'ai de l'argent ou pas, je vais le trouver. Je demanderai à des amis. Enfin, en fait, tout ça ne compte pas parce que c'est mon ami. Euh, et en fait, en travaillant dessus, je me suis rendu compte que voilà, moi j'avais cette définition d'amis, donc c'est logique que j'ai pas beaucoup d'amis, parce qu'en fait, je peux pas dédier cette énergie-là à tout le monde. C'est impossible, sinon je ne vis plus. Euh, et du coup, parfois je me dis, même des fois, je l'ai vu avec certaines amies, les débats lorsque des couples se marient, de qui ils invitent ou pas. Et moi, ça m'a toujours fait rire, parce que moi je me disais, mais moi en fait, si un jour je me marie, je dis ça, alors je ne compte pas me marier, mais bon, faut jamais dire jamais. Euh, En fait, comment dire, pour moi, c'est très clair de qui serait là à mon mariage aujourd'hui. Et il y a une notion, encore une fois, de j'apprécie une personne. Même des fois, il y a des personnes, ça a été mes amis, mais la vie fait qu'on ne l'est plus parce que notre relation, on n'en a pas pris soin ou qu'à un moment donné, il y a eu besoin de s'éloigner. Mais en fait, pour moi, ça se cultive et il faut y passer du temps. Et, et ouais, en fait, enfin bref, je peux pas être amie avec tout le monde et je n'ai pas envie d'être amie avec tout le monde. Et aussi, parfois, c'est un peu aigri peut-être, et en même temps, c'est sincère. Des fois, je me dis, en fait, je cherche pas de nouveaux amis parce que mes amis, ils me vont très bien. Mes amis sont là pour moi, justement, pareil, si un jour je vais en enfer, ils viendront me chercher, comme moi, je viendrai les chercher. Et en fait, c'est OK. Par contre, avoir de nouvelles connaissances, des personnes que j'apprécie, des personnes avec qui j'aime passer du temps, ça, y a pas de souci, je suis OK. Mais des amis, enfin, ouais, faut ramer pour être mon ami. Et encore une fois, faut ramer. Mais en fait, il y a pas à ramer. C'est qu'en fait, aujourd'hui, j'en cherche pas. Et puis pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel aussi. Il y a des personnes, petit à petit, elles rentrent dans ton cercle. Et en fait, ouais, ça devient tes amis. Donc voilà. Mais l'autre chose, c'est que j'ai failli redoubler ma première année de kiné. Encore une fois, il y aura vraiment un épisode dédié là-dessus. Mais oui. Alors moi, dans ma fac, comment ça se passait? On avait, mais je pense que c'est un peu partout pareil, mais dans le tout, je préfère mettre le contexte. On avait plein de matières. Chaque matière valait des points. Il fallait avoir la moyenne dans les matières pour du coup la valider. Si tu ne la valides pas au premier tour, du coup, tu peux partir au repêche. Et dans ce cas-là, tu repasses. Ça dépend s'il y avait des pratiques, théories, etc. Il faut que tu aies de nouveau la moyenne. Voilà, moi, ma première année de kiné a été extrêmement dure. Euh, et du coup, je crois que j'avais validé genre 2 matières, peut-être. Et encore 2, je sais même pas si c'est vrai. Enfin, extrêmement peu sur la totalité. Du coup, j'étais au repêche pour tout. J'étais dépitée. Clairement, de toute façon, première année de kiné, j'ai failli tout arrêter. Mais encore une fois, je vais pas rentrer en détail parce qu'on fera un épisode entier là-dessus. Et en fait, ouais, j'ai failli la redoubler, quoi. Et je vous laisse le suspense. Je vous dirai pas. Enfin, si j'ai redoublé ou pas, je vous ai dit j'ai failli. Donc non, je ne l'ai pas redoublé, mais on rentrera dans le détail un peu plus dans un prochain épisode de pourquoi, comment j'ai fait. Non, je ne suis pas passée sous la table. Non, je dis ça parce que nous, c'était des blagues en cours qu'on disait qui sont des blagues pourries, on est d'accord. Mais non, j'ai réussi à avoir ma première année de kiné. Yeah! L'autre chose, pareil, qui est un peu dans le même style, je sais pas vous comment ça se passait, parce qu'il y a peut-être des kinés et pas que, mais en tout cas, moi, quand je me suis lancée dans le métier de kiné, ce que je voulais, c'était être kiné du sport, comme quasiment tout le monde, je crois. Parce que j'ai toujours... Enfin non, ça aussi, vous savez pas, j'ai joué au hand. Je pense que avant de jouer au hand, j'ai fait, je vais pas dire tous les sports possibles de la Terre, mais il y en a eu quand même pas mal. On va essayer de faire une liste non exhaustive. Je crois que j'ai commencé toute petite natation, danse, GRS, gymnastique rhythmique et sportive, qui était ultra cool. J'ai fait du cirque. J'ai fait du tennis. J'ai fait du basket. J'ai fait du hand.
Est-ce que j'oublie quelque chose en sport? Non, parce qu'après j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la guitare. Voilà, j'ai fait pas mal d'activités qui m'ont trop plu. Mais voilà, enfin, j'ai testé plein de sports, mais le sport qui a eu mon dernier coup de cœur, même si clairement, de base, c'était quand même la natation, mais la natation, après, ça rentrait trop dans la compète, donc ça m'intéressait pas, parce que j'aime pas les compètes. Clairement, le hand, j'ai fait du hand après pendant quelques années, j'ai adoré l'esprit aussi sport d'équipe. D'ailleurs, pas mal encore sont mes amis dans cette équipe-là. Et ouais, j'ai adoré en fait le hand et puis j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans une génération où en fait, bon, je vous dis ça, mais aujourd'hui, du coup, si je vous dis Nicolas Karabatic, Lucas Ballot, je pense que pour une majorité, vous voyez de qui je parle, Didier Dinard. Mais moi, quand j'ai commencé le hand, c'était des personnalités que personne ne connaissait. Nicolas Karabatic, vraiment, enfin, vous allez me dire Lucas, peut-être pour les plus jeunes, mais en fait, Nicolas Karabatic, il débutait à peine. Et j'ai une photo avec lui, je sais pas quel âge j'ai, parce qu'il venait s'entraîner à Cabreton, pas loin de chez moi. On y allait, et en fait, on pouvait les voir, on pouvait échanger avec eux. Et c'était dingue, en fait, cette époque-là, parce que vraiment, on était peut-être une trentaine de personnes à aller voir leurs entraînements. Euh, et c'était, alors qu'ils avaient déjà des résultats de malades et tout, enfin bref. Et du coup, j'ai eu cette chance-là de pouvoir aussi les côtoyer un tout petit peu. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai jamais été, comment dire, fan à mourir de quelqu'un, d'un artiste ou d'une artiste. Par contre, les handballeurs français ont fait un truc à l'intérieur de moi, surtout Didier Dinard. Et, et en fait, ils m'ont permis de grandir et d'avoir cette chance de les voir en vrai, d'échanger avec eux plusieurs fois, d'avoir facilement des autographes et tout. C'est. Je sais pas comment dire. Après, vous les voyez à la télé et. Ouais, par contre, du coup, ça me donne cette impression de les connaître alors que je sais très bien que non, mais c'est. Ouais, c'est assez dingue. Ça m'émeut beaucoup parce que je me dis que la petite Maïté, elle était tellement heureuse de ça. Enfin, c'était un truc de dingue. Et après, mais je me souviens, j'étais au lycée, ça commençait à me saouler quand les gens commençaient à parler des handballeurs et tout, parce que un peu tout le monde prenait la sauce sur ça en disant ouais, Lucas Ballot. Et en fait, je me souviens d'un pote dans ma classe où, avec une de mes potes, on le charriait parce qu'on lui disait ah ouais, il s'appelle comment? Ben, il s'appelle Lucas. Et on était là, ben non, il s'appelle Luc. Et c'est Abalo, son nom de famille, voilà. Bref, ça nous faisait chier parce que tout le monde parlait d'un handballeur, mais en fait, il les connaissait pas réellement. Et en même temps, c'était cool parce qu'il méritait cette lumière, clairement. Mais nous, on était un peu là en mode, ça y est, tout le monde surfe sur le truc, mais nous, ça fait des années qu'en fait, on vibre pour ça, qu'on économise pour aller les voir. Enfin, bref, voilà. Mais j'ai adoré le hand. Et du coup, je m'étais dit, ben, je vais faire kiné, parce que ça m'attirait dans le sens de prendre soin. Pourtant, je me disais, putain, il va falloir que je touche les gens, il va falloir que je leur parle. Oh mon Dieu! Mais je m'étais dit, ben, je vais aller dans le sport, comme ça va être trop bien. Je pourrais être au bord du terrain, etc. Bon, je vous le dis d'avance, j'ai fait un stage. Et j'ai dit, non, je ne m'occuperai pas du tout des sportifs. Je ne supporte pas. Euh, la mentalité globale. Euh, en fait, j'ai l'impression que peu importe. Enfin, en fait, j'ai l'impression que notre. Que ce qu'on va dire en tant que kiné, comment dire, ne va quasiment pas être écouté. Et qu'en gros, on doit rattraper les merdes de tout le monde parce qu'ils nous ont pas écoutés. Et surtout, on doit être le plus productif possible. Euh, En tout cas, ça a été mon ressenti. Je dis pas que c'est pareil partout, mais bref, moi, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Et contrairement à ce que je pouvais penser, finalement, les papis-mamies en EHPAD, et pourtant, Dieu sait que j'ai tiré la gueule quand en stage, on m'a dit, ah, on va aller à l'EHPAD cet après-midi. J'avais même dit à mes parents, on voulait pas me faire un mot, j'y vais pas, c'est bon, ça m'intéresse pas, je vais pas m'occuper des petits vieux, ils me saoulent les petits vieux, ils puent, ils sont chiants, ils t'entendent pas. Enfin voilà. Et en fait, du coup, j'ai kiffé avec les petits vieux parce que je me sentais taquée utile. On se rend compte que ils attendent qu'une chose en fait, c'est juste que tu viennes, que tu les smiles un peu, que tu puisses parler avec eux. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir énormément appris avec les petits vieux, que dans le sport, je me serais pas assez faite confiance. Enfin bref, finalement, je n'ai pas du tout fait dans le sport et c'est très bien. Mais comme l'extrême majorité des personnes, je me suis dit non mais je vais faire kiné du sport. Voilà. L'autre chose que vous allez découvrir ou pas, parce que certaines le savent déjà, je suis une méga phobique administrative. L'administratif, rien que de dire le mot, ça y est, je palpite déjà, ça me saoule, ça me coûte beaucoup d'énergie, je ne comprends rien. Alors en fait, si, parce que je suis obligée. Au bout d'un moment, je donne des formations et tout. Donc, enfin, je suis obligée de m'y mettre, mais il y a énormément de choses sur lesquelles je me repose sur mon comptable. Mon comptable, je le paye, c'est pas pour rien. Donc en fait, il est là aussi pour m'accompagner là-dessus.
Et parfois, justement, certaines, vous le savez, parce que si vous m'avez envoyé un message en me disant ah, mais comment tu fais ça, comment tu déclares ça et tout, waouh, moi ça me tend direct, parce qu'en fait, ça me tend direct. Pourquoi? Parce que, alors en fait, c'est dingue, hein, parce que dans ma famille, il y en a qui bossent aux impôts, donc en fait, je sais très bien que je fais tout très bien, mais j'ai ce truc de si un jour on m'appelle en me disant que j'ai un contrôle, j'ai l'impression que je vais partir en prison, que j'ai fait quelque chose. Alors en fait, déjà, si j'ai fait quelque chose, c'est jamais volontairement. Mais genre vraiment. Mais je sais pas comment dire, ça me stresse. Ça me stresse, mais parce qu'en fait, je ne comprends rien. Ce n'est pas ma zone d'expertise. Et moi, je dis souvent, et on en rigole avec mon comptable, parce qu'en fait, mon comptable, il m'explique quelque chose, il y passe du temps, il change un peu son vocabulaire. Bon, il fait pas toujours beaucoup d'efforts. Désolée s'il m'écoute, mais il reste quand même vachement dans son vocabulaire, donc j'essaie de comprendre. J'ai compris, je lui redis à ma sauce. Il me dit oui, c'est bon, c'est ça. Très bien. Je raccroche, et je pense qu'il y a déjà 50% de l'info qui est partie dans ma tête. Et en fait, une semaine après ou un mois après, c'est bon, j'ai déjà pu capter. Et du coup, chaque année, j'ai les mêmes questions. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule. La preuve au cabinet, mais du coup, j'avais pris une secrétaire qui, du coup, me faisait plein de choses. Parce qu'en fait, ça me saoule. Ça me coûte de l'énergie. J'ai pas su 1000 ans. Le seul truc où je suis quand même calée, c'est sur ma compta. Enfin, je sais qui m'a payé, comment. Enfin, surtout pour les cours de yoga et les soins, les factures, tout ça. Enfin, comment dire. Je suis phobique administrative, mais c'est carré quand même dans mon organisation. Mais, euh, mais ça me demande une énergie. Mais franchement, c'est hallucinant des fois. Et je me dis, c'est pas possible. Moi, quand je suis née, on a oublié de me donner un run pour ça, quoi. Je sais pas. Et là, justement, ça me fait un peu appréhender parce que je vais commencer à faire plein de papiers pour mes formations, pour voir est-ce qu'il est possible d'avoir une prise en charge FIFPL ou DPC. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que vous puissiez du coup plus facilement aussi profiter de mes formations en faisant en sorte que du coup l'aspect financier puisse moins rentrer en compte. Euh, mais je sais que je m'attaque à un truc où tout le monde me dit que c'est la merde et en même temps je me dis je vais le faire parce que bon, au bout d'un moment, faut que je le fasse quoi. Et ça, contrairement à ce que je pouvais penser, j'ai pas envie de le déléguer, alors que je sais que potentiellement je pourrais. Mais là, je me dis non, faut que je le fasse moi-même, faut que je sache comment on fait, etc., etc. Donc voilà, mais l'administratif, ça me saoule. Donc bon, si vraiment vous avez des questions administratives, tentez, vous avez le droit de me les poser. Mais moi, j'ai toujours, en plus, franchement, demandé à vos comptables, ils savent 10 fois mieux que moi, puis c'est leur métier. Moi, je suis que kiné sur Instagram, donc tenez pas forcément, comment dire, à 100% ce que je vais dire. Parce qu'à tout moment, je me trompe. Donc non, l'administratif, c'est clairement pas mon truc. L'autre chose que vous ne savez sûrement pas, enfin sûrement pas, c'est sûr, parce que j'en ai jamais parlé, c'est qu'en fait j'ai guéri d'une pathologie dite incurable. Alors incurable c'est un grand mot, hein, j'ai pas eu un cancer. Euh, je suis pas sûre d'avoir envie de rentrer plus dans l'intimité du truc. Mais en fait, depuis que quasiment que je suis née ou que j'étais vraiment toute petite, ça a commencé à mes 3 ans, pour être sûre, mais bon. En fait, j'ai commencé à vachement souffrir, à avoir pas mal de symptômes. Donc, du coup, j'ai été le genre d'enfant qui, malheureusement, a pas mal connu les professionnels de santé très tôt et les hôpitaux. Ce qui, au départ, justement, je pense que c'est pour ça que de base, je voulais pas forcément aller dans la médecine et tout, parce que j'étais là, c'est bon, je les ai assez vus, ça m'a saoulée. Et en fait, j'ai guéri tardivement, parce que enfin, moi, en tout cas, je me considère comme guérie. Tous les professionnels de santé que je vois me disent que ça les gêne que je dise guérie. Ils me disent que je suis un peu en rémission comme un cancer ou autre. Sauf que là, ça fait depuis 2018 que je n'ai plus aucun symptôme, plus rien du tout, comme si je n'avais jamais rien eu. Et moi, je me considère guérie, en fait, parce que je pars du principe aussi qu'il y a une part de mindset un peu. Enfin, que le mindset joue toujours un peu. Et pour moi, en fait, je vois pas pourquoi je devrais me considérer comme malade alors que je ne le suis plus. Mais ça a participé aussi un peu au fait que j'étais une personne un peu introvertie, un peu à l'écart. Parce qu'en fait, c'est chiant d'être malade tout le temps. En plus, c'est des pathologies qui sont invisibles. Donc, celles qui vivent ce genre de pathologie, en fait, qui ne se voient pas. J'aurais été amputée d'une jambe, en fait. Comment dire, tout le monde aurait été beaucoup plus conciliant. Qu'à une époque, en fin de primaire, je me souviens de mon prof qui mettait pas mal de choses en place pour que ça soit plus simple pour moi. Et en tout cas, il était beaucoup plus conciliant sur des choses. Et dans le groupe, ça n'a pas été simple dans la classe, même si on était génération où... Enfin, moi, c'était une petite école, on se connaissait depuis très longtemps, mais j'ai bien senti que pour certains, j'étais... Enfin, ça les saoulait un peu
que je sois privilégiée. Alors en fait, je n'étais pas privilégiée, ils adaptaient juste pour moi. Et du coup, ouais, c'était pas simple au niveau social. Et puis encore une fois, les personnes se... Enfin, je le vois, j'ai une de mes amies qui clairement me l'a dit. Un jour, on en a vraiment parlé. Parce que c'est pareil, mais en fait, j'en parlais pas, je le cachais, parce que j'en ai marre. Parce que, en fait, au moment, c'est bon, une fois que j'étais sortie des examens médicaux et tout, j'avais qu'une envie, c'était de vivre comme tout le monde. Donc, en fait, j'en parlais très très peu. Et en fait, une de mes amies, là, on en a reparlé, et c'est vrai qu'elle m'a dit, enfin, elle, ça l'a beaucoup touchée, parce qu'elle m'a dit, je savais que tu souffrais, mais je savais pas à quel point tu pouvais souffrir. Et je dis, non, mais parce que, en même temps, c'est pas ta faute, je ne le disais pas, je ne le verbalisais pas. Et en fait, tant pis, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, tu l'aurais su, ça aurait fait quoi? Rien, en fait. Ça n'aurait rien changé, parce que dans tous les cas, je souffrais, c'est tout. Enfin, c'était comme ça. Mais ça participe un peu au fait, peut-être que du coup, vous me prendrez un peu mieux, qu'en fait, je suis quelqu'un qui est quand même globalement très optimiste sur les soucis de santé de tout le monde. Alors, enfin, très optimiste ne veut pas dire qu'il faut être naïf non plus, mais en fait, moi, je dis souvent à mes patientes en leur disant, vous avez le droit d'avoir des gros moments de down, où vous aurez envie de tout envoyer valser, où vous dites que vous allez jamais vous en sortir, que ça va être toujours de pire en pire. Surtout quand on vous dit que c'est des pathologies chroniques. Mais sachez que c'est pas tout à fait la vérité, ça dépend, ça va être des putains de montagnes russes, il y aura des putains de hauts, il y aura des putains de bas. Mais aujourd'hui, même si un médecin vous dit que vous n'allez jamais guérir, en fait, avec tout ce qu'il existe, enfin déjà, qui est-il pour le savoir? Et avec aujourd'hui toutes les techniques au monde qu'il existe, toutes les thérapies, toutes les visions différentes, en fait, vous avez de quoi taffer, quoi. Mais genre, vraiment. Et c'est aussi pour ça que je suis quelqu'un qui, maintenant, touche un peu à tout. Je suis toujours intéressée de tout parce que moi, ma priorité numéro une, enfin, la chose numéro une que je me pose comme question, c'est est-ce que ça peut être dangereux pour la personne que j'accompagne ou pour moi? Si la réponse est non, go, en fait, pourquoi je ne testerai pas, en fait? Qu'est-ce que je vais perdre dans l'histoire? À la limite, j'aurais perdu du temps et de l'énergie. C'est tout. Mais ça va, c'est pas ça qui me coûte très cher. Et en fait, du coup, c'est pour ça un peu que je peux avoir des fois ce truc un peu... bah go, en fait. Essaye et vas-y. Et en fait, écoute pas ce que certains pourraient dire de «Ah non, mais ça sert à rien». En fait, fais ton chemin. Et moi, j'ai toujours connu des personnes qui ont réussi à, encore une fois, guérir. Moi, je dis le terme, mais vous le changez s'il vous plaît pas. J'ai eu des patientes qui aujourd'hui n'ont plus aucune trace de lésion d'endométriose ou d'IRM. On ne comprend pas pourquoi, mais elles n'ont plus aucune trace et elles ne souffrent plus du tout. Donc moi, je trouve ça ultra encourageant. J'ai eu 2 patientes avec maladie de Crohn, pareil, qu'on dit qu'elles sont en rémission parce qu'il n'y a plus rien à la coloscopie. C'est quand même un truc de dingue, quand même, on parle de pathologie ou normand, enfin voilà, c'est difficile. Et dans un exemple beaucoup plus où je peux me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, je veux le dire, j'ai eu une de mes patientes avec un cancer du pancréas. Donc cancer du pancréas qui fait partie, je pense, d'un des cancers les plus virulents, où généralement à partir duquel il y a le diagnostic, ils partent quand même globalement assez vite, qui a vécu pendant 5 ans avec son cancer du pancréas. Aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Parce que comme je vous ai dit, il y a quand même une notion d'incurabilité qui est grande. Moi, je vous parle pas du tout d'un cancer, mais vous voyez cette patiente, 5 ans avec un cancer du pancréas, clairement, enfin, le gastro faisait que me dire, mais en fait, vous faites quoi avec cette patiente? Et je lui disais, mais c'est pas moi en kiné, hein, c'est elle qui fait plein de choses. Et moi, en fait, je lui ai dit, moi, il y a zéro limite, en fait, parce que de toute façon, vous allez mourir. Donc, en fait, il y a zéro limite, on va tester plein de choses. Et en fait, ça lui a permis d'avoir vraiment 5 ans où elle a kiffé sa vie. Mais vraiment, elle a pu faire plein de choses. Et finalement, même des fois, on se disait, c'est pas possible, il a dû avoir une erreur dans les dossiers, parce qu'elle était tellement en forme qu'on se dit, c'est pas possible qu'elle ait un cancer du pancréas. Et si. Et en fait, moi, j'ai un peu une expression que j'aime beaucoup, c'est, en fait, vise la lune, parce qu'au pire, tu tomberas dans les étoiles. Et en fait, ben, go, essayons. Après, si vous tombez sur des personnes qui vous font miroiter des choses miraculeuses, non. Moi, j'ai toujours dit. Moi, je dis aux patientes, on teste et on voit, mais je ne peux rien promettre. Mais je t'encourage à tout faire. Et c'est pour ça que je suis souvent très optimiste sur ce genre de choses et que j'ai un peu du mal avec les personnes qui se contentent toute leur vie de se dire ah ben je suis malade, ah ben j'arriverai jamais à faire ça. Rien n'est impossible, donc go en fait, essaye. Et je vais avancer parce que là, je parle, mais on s'en sort pas. En tout cas, je m'étais noté une dernière chose, mais peut-être que j'aurai autre chose qui va venir. Bon voilà, je vais vous parler d'un de mes guilty pleasures. Ah non, mais je vais en parler d'un autre après, si je l'oublie pas. En fait, moi, il faut savoir... Vous savez quoi, je vais parler de l'autre avant, ça va être plus simple. Dernièrement, j'étais à la salle de sport. Moi, la salle de sport, vous avez compris, j'ai pas envie de parler, je suis là pour moi, donc j'ai mon casque, enfin...
Et je sais que des fois, je peux avoir un regard de tueuse, genre en mode ne me parle pas. Bon, il y a quand même des personnes qui viennent me parler pour me demander si j'ai bientôt terminé avec la machine ou autre, ou s'ils peuvent, parce qu'ils savent pas si j'ai terminé ou pas. Donc c'est cool. Et attention, je dis ça, mais je dis bonjour. Je dis bonjour, au revoir. Enfin, je suis pas complètement associable. Mais dernièrement, c'était assez drôle parce que j'ai eu, j'allais dire un jeune, mais oui, parce qu'il était plus jeune que moi, qui vient pour me demander pour une machine. Et en fait, moi, j'avais le casque avec la musique clairement très fort. C'est pas bon pour la santé, mais c'est comme ça. Et en fait, du coup, j'enlève mon casque et je dis quoi? Parce que j'avais pas compris ce qu'il m'avait dit. Et tu me dis, est-ce que je peux la machine? Je lui dis oui. Il me dit, mais attends, mais t'écoutes du hard rock? Et j'étais là, ouais. En fait, moi, en musique, j'écoute presque de tout. Mais on va pas se mentir, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de métal, beaucoup de hard rock. Euh, Ouais, j'adore en fait. Et un de mes rêves, mais encore une fois, c'était le côté meuf pas trop sociable qui a peur. Mais en fait, j'aimerais bien aller au Hellfest parce que je pense que je kifferais ma vie. Il y a tellement de groupes que j'adore qui y passent, mais j'ai un peu du mal avec autant de monde. Alors en plus, je sais que c'est des concerts pour en avoir déjà fait, mais des tout petits dans des petites salles et tout. Que en fait, j'adore les personnes en plus qui écoutent du métal parce qu'on pourrait avoir cette vision de personnes ultra comment dire, ultra branque, souvent c'est des armoires à glace et tout, alors qu'en fait, moi, c'est les concerts dans lesquels je me sens le plus en sécurité. Parce qu'il y a vraiment un truc de... Ouais, c'est ultra cool, en fait, finalement, les métalleux. Et là, comme ça, en fait, on pourrait me voir en se disant, voilà, je suis nénette, je suis nana. Et en fait, le mec, je l'ai vu, il était chéco de se dire, waouh! Et en fait, du coup, en plus, il connaissait le groupe que j'écoutais, donc après, on en a parlé un peu. Et il m'a dit, ah, désolé, j'étais persuadée que t'es le genre de personne à écouter du latino ou des trucs comme ça. Et je lui dis, ah non, mais attention, j'écoute du latino aussi. Parce qu'une chose que vous ne savez pas, j'en rajoute finalement, c'est que du coup, j'ai fait et je continue un peu de temps en temps à faire de la salsa et de la bachata. Donc je lui dis, moi j'adore tout ce qui est musique latina, etc. J'adore. Mais en fait, quand je fais du sport, c'est pas forcément le genre de musique que j'ai envie d'écouter. Et j'écoute beaucoup de métal en fait. C'est comme ça. Quand j'étais plus jeune, dans les fêtes du village, je me connaissais pour aller voir tous les trucs de métalleux. Enfin, comment dire, j'aime ce genre de musique. Et c'était très drôle parce qu'en plus, ce jeune à la salle, au départ, il m'a vous voyez, là direct, je lui dis, attends, déjà, on écoute à peu près les mêmes choses. C'est bon, je suis un peu vieillissante. Mais quand même, faut pas déconner, j'ai 30 ans, hein, donc tu me tutoies, s'il te plaît. Et en fait, on en rigolait, maintenant on se croise. Et à chaque fois, je suis là, c'est drôle qu'il s'était dit que j'écoutais du latino. Alors en fait, non. Donc attention, enfin, c'est pas parce que vous pensez à quelque chose, enfin, que vous faites des idées sur quelqu'un que forcément c'est vrai. Parce que je pense que comme ça, même vous sur Instagram, vous le savez sûrement pas, parce que enfin, je vais pas mettre des réels parler d'endométriose avec du métal. Enfin, quoique, pourquoi pas. Mais bon, je l'ai jamais fait en tout cas. Allez, et là vraiment, ça va être la dernière chose. Et du coup, je pense que ça fait un pont énorme entre la nana qui écoute du métal et la nana qui est fan de L'amour est dans le pré et de Love is Blind. Oui, bah, je suis très plurielle comme personne, voilà. Alors, L'amour est dans le pré, je dis je suis fan, mais cette année, j'ai toujours pas regardé. Mais je vais m'y mettre plus tard. En fait, moi, L'amour est dans le pré. Déjà, je suis nana, j'adore tout ce qui touche à l'amour. C'est un sujet qui me... Je sais pas, je me dis on est vivant, faut aimer les gens et tout. Enfin bref, j'adore. Et je suis quelqu'un qui adore connaître l'intimité des personnes, mais je suis sociétalement assez éduquée pour ne pas devenir le genre de personne qui écoute aux portes, etc., ou qui s'immisce beaucoup trop dans l'intimité des gens. C'est pas pour rien que j'avais fait kiné du périnée, on va pas mentir, hein, voilà. On peut pas être dans une spécialité plus intime que celle-là. Et en fait, bah, du coup, dans L'amour et dans le pré, c'est trop bien, parce que du coup, je peux être un peu, comment dire, je peux voir comment ça se passe. Et puis moi, j'adore. Et puis j'aime bien aussi, c'est pas juger, mais donner un peu mon avis. Et c'était une habitude qu'on avait en plus vachement avec ma grand-mère. On va pas se mentir, c'est pour ça aussi que du coup, cette année, j'ai pas encore regardé, parce que malheureusement, ma grand-mère nous a quittés et c'est un sujet un peu sensible encore. Et oui, on aimait bien. Enfin, moi, j'adorais échanger avec ma grand-mère sur ce genre de sujet parce que c'était ultra intéressant aussi d'avoir sa vision de sa génération où elle voyait des choses un peu différentes et moi la mienne. Ou des fois, je lui disais, mais Amachi, enfin, Amachi, pardon, c'est grand-mère en basque. Où je lui disais, mais on peut pas dire ça. Enfin, c'est pas possible. Le mec, il est chelou. Enfin, non. Ou alors, telle meuf, mais t'as vu pourquoi elle fait ça? Enfin, je sais pas comment dire, c'était ultra intéressant
Et puis, je sais que plein de personnes ont l'impression que c'est une émission qui est dénigrante. Moi, je la trouve pas forcément dénigrante parce que je pars du principe que les personnes qui s'inscrivent à l'amour et dans le pré ont décidé, et je sais pas. Et moi, je trouve que c'est une expérience sociale et c'est ultra intéressant de voir comment ils réagissent. Après, je trouve qu'il y a des personnes qui ont vraiment un comportement pas ok. Et en même temps, c'est bien aussi de le mettre à la télé pour qu'après on puisse échanger là-dessus. Enfin, voilà, moi, c'est des émissions, j'adore échanger. Et Love is Blind, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est sur Netflix. C'est L'amour est aveugle, où en fait, du coup, là, en plus, il y a une saison France qui était extrêmement intéressante. En plus, on avait une collègue kiné qui y était, Chloé. En fait, du coup, c'est des personnes qui se rencontrent vraiment à l'aveugle. Du coup, ils sont dans des capsules, ils échangent ensemble. Et du coup, si à un moment donné, ils décident qu'ils matchent vraiment, ils se demandent un mariage et ils vont se voir au moment de... Enfin, ils vont se voir, ils se refont la demande et après, un mois après, techniquement, ils se marient. Et c'est là où ils décident s'ils disent oui ou non. C'est un peu différent de ce qu'il y a à la télé, là. Je sais plus comment ça s'appelle, parce que j'ai regardé qu'une fois. C'était... Je sais plus le titre, mais vous savez, où ils viennent, ils doivent se dire oui et après ils apprennent à se connaître. Voilà. Là, je trouve que Love is Blind, c'était beaucoup plus intéressant parce que le but, c'était que le physique ne joue pas, parce qu'au départ, tu ne vois pas la personne physiquement. Et du coup, c'était intéressant de voir aussi, telle personne, tu vois, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va poser tel type de questions. Ah, c'est ça qui va l'intéresser. Et surtout, Love is Blind, en fait, avant qu'il y ait celui de France, mais en fait, il y a de tous les pays, enfin, une majorité de pays. Et du coup, moi, j'adore voir comment est-ce qu'on drague dans les autres pays, comment on considère l'amour. Parce que, par exemple, c'est ultra intéressant de voir la différence entre Love is Blind Brésil et, par exemple, Love is Blind, c'était Norvège qu'il y avait, ou Islande, je sais plus, un des deux, enfin, des pays du Nord. Et en fait, du coup, tu te dis, mais waouh, c'est complètement différent, en fait. Ou Love is Blind Habibi, ou... Enfin, bref. Et c'était vachement, vachement, vachement intéressant. Donc moi j'adore Love is Blind. J'adore, souvent je les regarde même une deuxième fois parce que j'aime bien regarder une deuxième fois quand je sais qui va matcher avec qui. Même quand il y a des triangles amoureux, de savoir comment ils vont sortir de tout ça et tout. Et d'ailleurs pour Love is Blind France, j'ai adoré aussi avoir les retours de Charline, sage-femme, qui est sur les réseaux, qui avait fait un canal exprès sur Love is Blind où elle donnait son avis et tout. J'étais pas toujours d'accord sur certaines choses, mais je trouvais ça intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu comme si quand j'en parle avec mes potes et que je fais des débriefs, quoi. Mais j'adore Love is Blind, l'amour est dans le pré. Voilà. Et pour moi, ça fait pas moi une moins bonne personne, c'est juste, j'adore. Et puis moi, ça me fait raisonner sur des trucs où je me dis, ah ben ouais, putain, des fois je suis comme ça et c'est pas top. Ou ah ouais, non, moi j'aurais pas réagi comme ça. Ah non, mais tel mec ou telle meuf, c'est un red flag. Non, enfin, je sais pas, ouais, je sais pas, ça nourrit un truc à l'intérieur de moi et j'adore. Mais voilà. Après, est-ce que j'annulerai une soirée avec mes potes parce qu'il y a Love is Blind Pas forcément. Et en même temps, des fois, je leur dis, vous faites chier, il y avait la suite de Love is Blind. Donc ça dépend. Mes potes qui regardent Love is Blind me passent ce truc-là, donc ça va. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que 42 minutes à tchatcher pour vous raconter des choses que vous ne savez pas sur moi, je pense qu'on est déjà pas mal. On va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura au moins fait rigoler un tout petit peu, vous aura permis du coup de un peu mieux cerner ma personne. Et du coup, on va se retrouver la semaine prochaine comme toujours. Et je pense qu'on va venir parler la semaine prochaine de ces choses que je ne fais jamais. Non, ça sera un prochain celui-là. De 8 choses apprises en 8 années de kiné. Ouais, ça sera celui-là la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à mardi prochain.